bonjour à tout le monde pour cette journée Agora Erasmus. Euh, donc, cet après-midi, nous aurons donc l'Assemblée générale proprement dit. Donc, ce matin, on va faire le point donc, sur toute la crise stratégique et sur les enjeux majeurs qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire la Belgique à la croisée des chemins avec donc Guillaume, parce que d'un côté, donc, nous avons une certaine prise de conscience en Belgique que l'avenir du pays peut aussi venir et trouver son intérêt à s'associer à la route de la soie, à cette grande politique défendue par la Chine. Et de l'autre, nous sommes au cœur, nous sommes à quelques encablures du quartier général de l'OTAN, et que la Belgique, nous avons sur le territoire belge une vingtaine d'armes nucléaires américaines qui sont actuellement en voie de modernisation pour transformer ces armes de dissuasion dans des armes plutôt de théâtre. Malheureusement, ce n'est pas un théâtre du tout, c'est plutôt une tragédie. Et Guillaume donc traitera cet aspect-là. Après, donc, nous avons à midi pile, on va visionner donc, le professeur Istvan Marco, qui est docteur en chimie de l'Université catholique de Louvain, malheureusement peut pas être avec nous physiquement, mais il a enregistré spécialement pour nous donc sa présentation que nous pouvons visionner. Et à 13 heures, on va la voir, il est à Strasbourg. À 13 heures, nous allons pouvoir lui poser des questions sur son intervention. Donc à 13 heures pile, par Skype, on va pouvoir lui poser des questions en direct. Et donc après, on fera les questions à peu près jusqu'à 13h30. Donc pendant les pauses, il y a des bouts de cake qui vous permettent de tenir jusqu'au déjeuner. Alors, pour commencer, donc, je voudrais faire quelque peu le point sur la situation internationale, parce que quand nous avons conçu ce programme, en fait, les événements qui ont eu lieu depuis 6 semaines, en fait, voilà, nous, on ne les avait pas mis sur notre programme, mais elles ont eu lieu, elles sont d'une gravité extrême, et donc, il faut accorder notre esprit et notre âme sur la gravité de l'époque que nous sommes en train de vivre. Alors, je suis obligé d'être court, donc c'est ce qui est le plus dur. Un jour, Lincoln a donné un discours très très long à ses collaborateurs. J'ai dit il est très long parce que j'ai pas eu le temps de faire court. Alors, je vais commencer donc avec il faut vraiment voir donc ce qui se passe au Proche-Orient et le face-à-face stratégique qui est en train de se développer là-bas. Alors, je vais faire des énormes raccourcis, mais je vais essayer de donner quelques points forts donc, de ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, depuis plusieurs années, il y a une guerre secrète des États-Unis, de l'Angleterre et d'une partie des élites françaises qui étaient parties en guerre pour virer le régime de Bachar el-Assad en Syrie. C'est un fait. Alors, maintenant, donc, ici, vous avez donc une carte de la Syrie. Vous voyez tout le nord et en jaune, en fait, c'est des zones occupées par les Kurdes, essentiellement. Vous savez, le Kurdistan, c'est un pays sur 4 pays, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran, l'Irak et la Turquie. Et là, vous avez des Kurdes syriens qui ne sont pas du tout avec Daesh et qui ont bloqué donc, essentiellement la frontière. Donc, aujourd'hui, vous avez donc ce que montre cette carte, c'est ce qu'on appelle le corridor de Jerablus. C'est un passage de 90 km où passent les djihadistes, le pétrole, les céréales,
l'eau. Parce que Daesh, c'est un pays virtuel. C'est un pays, ces gens-là n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de nourriture, euh, ils vivent de la rapine et de la contrebande. Donc tout est exporté, importé. D'accord. Essentiellement par la Turquie. Alors, pour faire court, donc vous avez dans nos journaux, il y a des articles détaillés là-dessus, c'est qu'au mois de juillet, les Kurdes, en fait, après la libération de Kobané, après la chute de Kobané, les Kurdes ont dit, voilà, nous on veut aller jusqu'au bout, et on va reprendre Jerablus. Jerablus, c'est sur l'Euphrate, hein. C'est un village, hein, il y a 11 000 habitants. Mais c'est le point de c'est tout le point de transit de toute la ligne d'approvisionnement de Daesh passe par là. C'est la porte d'entrée. Bon, il y a d'autres chemins par Mossoul, ici dans la zone verte qui est marquée les rebelles. Vous avez des Turkmènes, donc des turcophones, vous avez des Ouïghours, vous avez des Tchétchènes. Et donc, en juillet, donc, les Kurdes ont dit, puisqu'on a déjà libéré Kobané, maintenant on est chauffé là. Donc ils ont dit, on va couper ce passage. Et à ce moment-là, c'est le talon d'Achille de Daesh. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'une madame qui s'appelle Hillary Clinton a dit, il est de toute urgence de créer une zone d'exclusion aérienne pour protéger la population syrienne, qui est très très mal traitée par l'horrible M. Bachar al-Assad. Alors cette zone d'exclusion, je n'ai pas besoin de vous expliquer où elle se trouve. C'est ce passage-là. Et donc, c'était le grand débat à l'époque. Entre-temps, ensuite, vous avez toute la crise des réfugiés. C'est-à-dire qu'en Turquie, on commence à ne plus donner la nourriture à un certain nombre de réfugiés qui ont le choix, soit de retourner dans leur propre pays en guerre et se faire bouffer par toutes ces factions, soit de venir en Europe. D'accord. Et donc il y a tout d'un coup une augmentation relativement massive des flux de réfugiés entrant en Europe. Et la Turquie dit, nous et Mme Clinton, voilà, si vous voulez avoir moi, M. Erdogan, je veux reconstruire l'Empire ottoman, donc ça m'intéresse beaucoup de couper la Syrie en petits morceaux, de récupérer toute cette zone du nord, d'éliminer les Kurdes qui m'embêtent, et d'avoir des turcophones. Et donc là, il y a une semaine, il y a eu le sommet européen, où donc Mme Merkel et toute l'Europe a signé 3 milliards d'aide à la Turquie pour les réfugiés. C'est vrai que la Turquie a 2 millions de réfugiés. Hein. C'est un des pays qui accueille le plus. Mais on est en train d'instrumentaliser en fait toute cette misère humaine pour des raisons géopolitiques. D'accord. Et donc quand il y a eu la menace de la fermeture de ce corridor, donc la Turquie, en fait les Turcs eux-mêmes, l'armée turque a été bombardée des Kurdes pour les empêcher de couper les lignes d'approvisionnement de Daesh. D'accord. Alors, les Russes, voyant tout ça, évidemment, en septembre, les Russes en fait, l'armée russe a tiré une ligne rouge. Dès le moment où il y a plus, je crois que c'est 3000 ou 2000, je crois que c'est 3000, d'ici il y a plus de 3000 rebelles, qui sont des Tchétchènes, qui sont embauchés chez les rebelles, à ce moment, il va falloir régler le problème là-bas, plutôt qu'à attendre que ces Tchétchènes retournent en Russie. Plus, bon, je vous rappelle que la Russie a une base navale à Tartous, qui est sa seule base dans la Méditerranée, et que depuis, je ne sais pas depuis quand, depuis les années 70, il y a un traité de défense un traité militaire entre la Russie et la Syrie. Donc, à partir de septembre, donc, vous
vous avez les Russes, en fait, qui ont totalement ruiné ce plan anglo-américain et turc qui visait à protéger Daesh et les rebelles. L'intervention russe a complètement détruit toute illusion de créer de fait une zone d'exclusion aérienne en faveur de ce qu'on appelle en France les terroristes. Donc, c'est bon, ça, c'est comme la cafetière. Donc maintenant, pour sauter dans le temps, donc maintenant vous regardez les dernières 6 semaines. Qu'est-ce que vous avez? D'abord, le 31 octobre, vous avez un avion Metrojet, donc russe, un avion commercial survole le Sinaï, une bombe à l'intérieur, revendiquée par Daesh, 224 morts. D'accord? C'est énorme. 10 jours après, 13 novembre, les attentats de Paris, 130 morts, plus des centaines de blessés. Ensuite, donc le 24 novembre, donc 10 jours après, la Turquie, donc là où vous avez sur la carte quoi? Là, vous avez la petite étoile là. Vous avez les Turcs qui disent que la Russie a violé l'espace aérien turc. Donc on a calculé que l'avion a passé pendant 17 secondes dans l'espace aérien et les Turcs prétendent qu'ils ont donné 10 sommations. Ils parlent très vite ces gens-là. Les plans de vol de la Russie indiquent que l'avion n'a même pas été sur le territoire turc. Il a été abattu en Syrie. Et quand les pilotes sont arrivés, ils se sont fait tirer dessus par les Turkmènes qui ont tué un des pilotes qui sautait en parachute. En plus, ils ont abattu les Russes et les Syriens envoient un hélicoptère pour récupérer les pilotes. Hélicoptère abattu, dont on ne parle pas. Donc ça, c'est donc un F-16 américain de l'armée turque, c'est-à-dire un avion américain. Et comme vous savez, quand vous achetez des avions américains, pour que cet avion abat, en plus, bon, c'est un pays membre de l'OTAN, pour que cet avion abat, donc c'est la première fois depuis 60 ans que vous avez un avion américain qui abat un avion russe. Donc c'est extrêmement grave. Après, on peut rajouter bien sûr ce qui s'est passé à San Bernardino, donc en Californie, où Obama, qui était complètement incohérent, il a fait quasiment comme un Benghazi. Il a dit non, c'est pas des terroristes, c'est des fous. Évidemment, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a plein de fous et que les armes, c'est-à-dire que les mecs qui sont interdits de monter dans des avions et venir en Europe, ils peuvent aller au supermarché du coin acheter un pistolet mitrailleur. Ça, c'est autorisé. Mais là, il s'avère que le couple, en fait, on a évité le pire, parce que le couple, donc, ils ont fait que 14 morts. Ils étaient partis dans un 4x4. Ils avaient chez eux des munitions. Ils avaient 6500 cartouches, plus des explosifs. Ils avaient de quoi faire un carnage beaucoup plus grand. Donc là, ils ont été arrêtés avant. Mais ça aurait, si on ne les avait pas arrêtés, ça aurait été un truc absolument énorme. Donc la question pour nous ici, c'est d'une part, donc, je sais pas, on pourrait dire, moi j'ai dit, il faut voir, c'est à nous de décider si ces événements d'une gravité extrême, et pour moi le fait que l'avion russe a été abattu, c'est géostratégiquement la chose la plus grave,
c'est à nous de décider si ces événements seront un nouveau Sarajevo ou si ce sera un nouveau Pearl Harbor. C'est-à-dire, si on accepte la logique actuelle, si on accepte que des gens aussi médiocres et mauvais comme Obama soient proches du bouton nucléaire, cette crise, parce que Obama a soutenu les Turcs quand ils ont abattu l'avion. L'OTAN, bien que tous les ambassadeurs de l'OTAN que nous avons pu consulter ont dit que la France et l'Allemagne étaient furibards contre la Turquie, la déclaration officielle de l'OTAN, c'est que la Turquie a le droit de défendre ses frontières. Parce que c'est des gens très bien, il y a une base de l'OTAN là-bas. Donc ils sont très fidèles. Donc c'est un peu, je pense que Guillaume va développer plus, mais nous sommes... parce qu'il faut bien voir l'escalade de la chose, c'est-à-dire les Turcs ont abattu cet avion, dans le dos en plus, hein, c'est pas... non, il n'y a pas eu un combat dans l'air, machin, c'est, voilà, on traque le type, on vole derrière. Ensuite, donc, les Russes ont maintenant mis des systèmes S-400 Triumph dans le nord de la Turquie, dans le nord de la Syrie, qui fait que la prochaine fois qu'il y a un avion russe qui a battu, l'avion qui est là-bas, il est mort. Donc, en riposte à la riposte russe, maintenant les Américains ont envoyé des F-15 pour protéger les F-16. Donc vous avez on a l'escalade, hein. C'est-à-dire que... Et après, maintenant, il y a les avions français, il y aura les avions allemands. Donc, vous avez une densité de... Disons, vous avez le potentiel d'erreur et d'inadvertance avec des gens en plus qui ne veulent pas se parler parce que on n'est pas d'accord. Donc, le potentiel de créer des erreurs qui risquent de vraiment finir mal est énorme. Au même temps, bon, Guillaume va le développer plus, on est en train de moderniser un armement nucléaire qui est dans le système de launch on warning, c'est-à-dire prêt à frapper. Envoyer le code pour déclencher le feu nucléaire, c'est à la longueur d'un tweet. Et ça prend entre 6 minutes et 30 minutes. Donc on joue avec le feu et on joue avec le feu nucléaire. Donc voilà, donc maintenant je passe, puisqu'il faut avancer, je passe la parole à Guillaume.